Yo, c'est Sydney, S-I-D-N-E-Y. Retrouvez-moi sur Nos Filles, premier sur la culture noire. Chez qui? Avec qui? Mais avec Pascal Archimède, qu'est-ce que tu crois, mon pote? Sydney a dit control. Bonjour Patrick Duteuil. Bonjour, monsieur Pascal. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plus connu sous le nom de Sydney, tu es musicien, compositeur, rappeur, danseur amateur, DJ et animateur de radio et de télévision. En 1984, tu es devenu le premier animateur télé noir en France et le concepteur et l'animateur de HIP HOP sur TF1, qui fut la première émission de télévision au monde entièrement consacrée au hip-hop. On en reparlera un peu plus tard, mais pour commencer, d'où vient ton nom de scène, Sydney? C'est tout simple. C'est parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la scène, j'avais 14 ans. J'étais chanteur dans un groupe de rhythm and blues. On faisait les reprises d'Otis et de Otis Redding, de James Brown et tout ça. Et puis à l'époque, c'était très bien de se donner un nom quelque part, un nom de scène. Et nous, avec mes grands frères, on a tous des noms de scène parce que Patrick Duteuil, ça ne faisait pas très bien quand on présentait dans un groupe de rhythm and blues. Et j'ai cherché un prénom qui me collerait. Je voulais un petit surnom. Et j'avais donc 11 ans, à partir de 11-12 ans, j'ai choisi de m'appeler et de me trouver mon nom de scène. Et mon nom de scène, c'était Sydney. Donc même mes frères et sœurs m'appellent Sydney parce que, depuis l'âge de 11 ans. Ok. Ben, comme tu as commencé à nous parler de ton parcours personnel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment en fait ton parcours personnel t'a-t-il mené vers une carrière artistique? Alors, c'est tout simple. Vraiment, personnellement, c'est parce que j'avais vraiment envie d'être un artiste, déjà. Mon père était musicien de jazz, jouait du saxophone, donc j'avais déjà, premièrement, envie de faire de la musique, ça c'est clair. Et c'était plus qu'ancré en moi de vivre et de faire de la musique. Donc, je me suis même moi-même tout seul inscrit au conservatoire de musique d'Argenteuil, dans la banlieue parisienne. Et ma vie était vraiment pour moi consacrée à l'art de la musique. C'était pour moi quelque chose de vital. J'étais en même temps collectionneur de disques parce que j'achetais des disques de funk, de soul, de jazz. J'en avais un profond plus que besoin. C'était comme une drogue pour moi, même depuis que je suis tout petit. Donc, il fallait que je fasse cela par un moyen ou par un autre, de vivre de musique. Donc, quand j'ai commencé à être musicien, j'ai joué du saxophone dans certains groupes et tout ça, je voyais qu'effectivement, pour gagner sa croûte, c'était un peu difficile. Donc, j'ai commencé à être DJ, c'est long à expliquer, mais j'ai commencé le DJing tout à fait parce que j'avais des disques à la maison et je pouvais prendre mes vinyles et aller les mettre. Et ça me permettait de gagner des sous le week-end ou d'aller jouer de la musique. Donc, ça a vraiment été des opportunités, on va dire, que j'ai cherchées pour vivre que de cela. Voilà. Ok. Alors, je reviens en 81. En 81, tu as présenté une émission quotidienne consacrée au hip-hop sur la radio libre Radio 7. Parle-nous de ta rencontre avec le hip-hop. Le hip-hop, ça s'est fait d'abord par la musique, parce que j'écoutais de la musique hip-hop sans savoir que j'écoutais de la musique hip-hop. Donc, j'écoutais Planet Rock d'Africa Bambaataa. J'avais donc une thématique à la radio tous les jours, tous les soirs, ce n'était pas la même chose. Donc, le lundi, par exemple, c'était jazz. Le mardi, c'était musique internationale. Enfin, voilà. Il y avait le reggae aussi le jeudi. Et j'avais consacré un soir à la musique électro, à la musique d'avant-garde. Et je passais donc de la musique que j'appelais déjà électro. Et électro-funk et tout ça. Et un jour, une amie appelle sur le standard. Il faut savoir qu'il y avait le standard avec les fax et les appels, quelqu'un qui répondait au téléphone, il n'y avait pas de portable. Et cette personne dit, écoute, c'est marrant, vous passez la musique d'Africa Bambaataa et il est chez moi. Alors bien sûr, je ne l'ai pas cru, j'ai dit oui, c'est ça, on entend plein de canulars à chaque fois à la radio. Et elle a rappelé, et quand elle rappelle, elle dit, écoutez, si vous ne me croyez pas, je vais venir avec lui un instant. Et comme j'étais à Radio France, je lui ai dit, écoutez, venez avec Bambaataa, sans penser l'ombre d'un doute qu'elle viendrait avec lui. Et une heure après, il y a Bambaataa qui débarque donc avec Mr. Freeze et Fable
qui débarque à la radio. Et là, vraiment, j'ai dit, bon, OK. Alors, Bambaataa s'assoit, je lui fais une interview tout à fait improvisée. Et il me dit, mais attends, ce que tu fais, on t'écoute à la radio, c'est les prémices de notre culture, hip-hop, tu es vraiment dedans. J'ai dit, bah, écoutez, je ne savais pas. Je rappelle même déjà des chansons en anglais, des trucs de funk et tout. Et je ne savais pas que j'allais élargir et tomber dans cette culture qui s'appelait hip-hop. Il me dit, mais tu es la personne qui amène cette référence parce que tu es musicien, tu connais le truc, tu es à la radio, voilà, on a besoin de toi. Je dis, bon, bah, OK. OK. Ouais. Et de janvier à décembre 1984, tu as conçu et présenté sur TF1 HIP HOP, une émission donc entièrement dédiée au hip-hop et au rap. Parle-nous de ce concept et de sa genèse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant en 1982, j'étais donc à Radio France, Radio 7, première radio libre d'État. Et Marie-France Brière, qui avait été me chercher dans une discothèque à l'époque pour travailler à la radio, elle est passée directrice des programmes de TF1 en 1984 et même fin 83. Et on lui a demandé d'amener de nouveaux concepts d'émission. Et c'est cette même directrice qui est à la radio, donc Marie-France Brière, qui est passée à la direction à TF1, qui a demandé, qui m'a demandé carrément, c'est bien ce que vous faites, là vous roulez par terre, qu'est-ce que vous faites là du hip-hop? Il me dit, il faut que tu me fasses tous les Français danser le hip-hop, je veux que toute la France tourne sur le dos avec toi. J'ai dit, bon, ben, écoute, moi, je n'ai pas d'expérience télé, mais on va travailler dessus. Donc, j'ai simplement appelé la personne qui m'avait fait découvrir Africa Bambaataa, Laurence Witou, qui connaissait New York, avec sa copine Sophie Bramley, qui connaissait beaucoup mieux. Moi, je connaissais bien la musique hip-hop, mais il connaissait bien tous ces New-Yorkais du Bronx. Et je leur ai dit, écoutez, il faut me filer un coup de main, vous venez avec moi, on va créer une nouvelle émission de télé, hip-hop, HIP, HOP, voilà. J'ai appelé l'émission hip-hop, j'ai demandé à Bambaataa si je pouvais utiliser le nom. Il m'a dit, pas de problème. J'ai dit, écoute, si c'est toute une culture hip-hop, je vais avoir une émission où je vais devoir apprendre aux Français à tourner sur le dos. J'ai envie je vais pouvoir, on va avoir cette chance de faire une émission sur le hip-hop. Donc, il faut que vous veniez et tout. On a demandé, on n'avait aucun moyen, mais on s'est débrouillé pour créer cette émission. Donc, je l'ai appelée HIP HOP. J'ai fait la musique du générique. On n'avait aucune référence. On me disait, voilà, tu as 2 minutes pour montrer une leçon sur la danse. J'ai vraiment tout créé de toutes pièces. Et il ne fallait pas que je rappe en anglais, il fallait que tout soit en français. Donc, par exemple, chaque définition de danse, j'ai vraiment créé des noms, comme je disais, le moulin à vent, c'était le windmill. Et il fallait vraiment trouver des mots, tous les spins. Là, tu tournes sur le dos, tu tournes sur la… Voilà, c'était… Ouais. J'ai pas dormi pendant 1 an. Mais justement, mis à part ça, comment toi, tu es arrivé à faire vivre cette émission pendant toute une année? Parce qu'il fallait tout le temps innover, il fallait de nouvelles idées. Bah, écoute, c'était plus… on était tellement contents d'amener cette émission. La première émission, elle a fait un carton tel que je ne pouvais même plus sortir de chez moi. Donc, on était pris d'un engouement vraiment parce que ça nous faisait… On était une équipe, c'est une équipe… On adorait ce qu'on faisait parce qu'on était vraiment dans une culture qui était émergente et en plus que l'on supportait parce qu'on adorait ce qu'on faisait. Donc, quand on aime et qu'on fait quelque chose, on ne compte pas en fatigue, en préparation. On tournait 3 émissions en une après-midi. J'enregistrais jusqu'à minuit, 1h du matin. Et après, on partait en boîte faire des battles de danse. C'était un truc de fou. Je crois que quand on vit ce qu'on a vécu à chaque fois, on ne peut pas l'oublier parce que c'était chaque fois nouveau. Chaque jour, chaque rencontre, chaque danseur, tout était neuf, new one. C'était… Donc, il y avait pas… On avait pour créer, on se dit, bon, on va filmer là, on va filmer là. On allait en repérage, on faisait ça. Après, on a dit, on va faire l'émission à Lille, on va aller à la rencontre des Français pour justement faire découvrir à la France et leur faire découvrir toute cette culture hip-hop et être près des gens, c'était important. Donc, ça se fait naturellement. Et pour quelle raison le programme s'est arrêté en décembre 1984? Fin 84, parce que déjà dans une première tranche d'émission, on a fait de janvier à juin. Après, il y a toujours des espèces de vacances. Et à la reprise en septembre,
on nous a déprogrammé du dimanche pour nous programmer le mercredi. Donc, forcément, on faisait moins d'audimat parce qu'à cette époque, le mercredi, les jeunes allaient à l'école. Alors, TF1 a prétexté que oui, vous faites moins d'audimat que le dimanche, etc., etc. On avait diverses petites pressions comme ça. On a demandé aussi à passer coproducteur, ça a été compliqué parce qu'on ne gagnait pas notre croûte vraiment avec ça. C'est les spectacles plus qui nous ont fait vivre. Et on s'est essoufflé au septembre, octobre, novembre, décembre. Nous, on était essoufflés et épuisés parce que vraiment, on a donné toutes les cartouches. Et la France commençait à bien s'imprégner de cette culture hip-hop. Et on a décidé tout d'un commun accord, non pas d'arrêter l'émission hip-hop, mais de faire une plus grande émission, plus grand public, ce qu'on m'a proposé, début 85. Et donc, j'ai créé une nouvelle émission qui s'appelait Code d'amour, qui a duré 6 mois. Et cette émission elle ne m'a pas plu parce qu'on ne parlait pas de hip-hop. On a essayé de me dire, bon, bah, calme-toi avec le hip-hop, c'est bon, c'est fini, c'était un phénomène de mode. Alors, j'ai toujours dit que c'était un grand mouvement. Donc, en 85, fin juin, j'ai arrêté de travailler avec TF1, malheureusement, mais bon, j'étais plus dans mon survêtement, j'étais plus dans mon truc, j'avais plus mon public, voilà. Donc, j'ai passé vraiment. Ouais, en fait, c'était un peu dénaturé, quoi. Enfin bon, c'était pas ce que tu voulais au départ, quoi. Voilà, c'était complètement pas ça. Et j'ai dit, bon, je préfère faire autre chose, et voilà. Ok, et en présentant cette émission sur TF1, tu es devenu quand même le premier animateur TV noir en France, et ça, faut le souligner. Donc, qu'est-ce que cela représente pour toi? Pour moi, à l'époque, hein, absolument rien parce qu'on n'y pense pas. Je faisais mon métier, comme dit, je crois, Denzel Washington, on bosse, on ne regarde pas si on est noir, si on est blanc, on avance dans notre culture, on avance dans le travail, dans ce qu'on propose. Et pour moi, le fait que je sois noir, surtout à cette époque, je pense qu'on en parle plus maintenant avec du recul, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Alors oui, je recevais des lettres d'insultes, on recevait des tas de choses, mais on a reçu aussi des très bonnes lettres qui disaient, enfin, tiens, un animateur noir. Et je m'en suis plus occupé quand je suis allé à New York et que j'ai eu un article dans le New York Times qui disait que, tiens, un animateur noir en France, alors que aux États-Unis, ça ne courait pas les rues, à part Ofra. Et donc, c'était plus là, mais ça a été vraiment un détail pour moi. Et c'est vraiment 20 ans après qu'on m'a dit, mais vous savez, vous avez été le premier animateur noir. Je regarde, je dis, ah bon, pour moi, il y a eu Henri Salvador avant, il n'était pas très noir. Henri Salvador faisait ses Salvador une fois par an à la télé. Et bon, c'est vrai qu'il ne représentait pas une communauté comme moi je l'ai emmené, parce que je représentais cette communauté des immigrés, des Noirs, des Arabes, et c'était complètement différent. Mais en même temps, j'ai jamais eu un ressentiment en disant, tiens, j'ai été le premier animateur noir. Je crois que c'est les autres qui voient ça, cet angle-là. Moi, je pensais surtout que j'avais un travail important à faire et à présenter, qui représentait beaucoup plus pour moi que mon côté, parce que je suis noir. Donc, ok. Et aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, on a encore des voix qui s'élèvent au sein de la communauté pour dénoncer le manque de diversité dans les médias français. Toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu considères qu'il y a une amélioration dans ce domaine depuis 1984? Oui, il y a une amélioration depuis 1984, ça c'est certain, mais c'est comme si c'était une amélioration forcée. C'est ce qui est un peu embêtant. Alors, sur le plan journalistique, on a plus de journalistes noirs, arabes, on commence à les voir, mais c'est toujours avec une espèce de, pas de lenteur, mais ils se sentent dans une obligation. On n'a pas encore passé ce cap comme en Angleterre, on voit plus d'Indiens, de choses qu'en France. La France, c'est encore un pays qui a du mal. Les médias ont vraiment du mal à dire on n'est pas aux États-Unis, on aura en France un président black demain. Ça, c'est clair. Les hautes fonctions, c'est pas réservé encore aux Noirs ou aux Arabes. Ça commence à venir. Mais alors, on est encore. Mais comment tu expliques ça, toi? Comment tu expliques ça? J'explique ça tout simplement parce que les Français, on va dire l'opinion publique et comment dire ça, les chaînes de télévision craignent pour leur audimat, leur écoute.
Donc, on ne va pas mettre systématiquement plus de Noirs parce qu'il faut plus de Noirs, plus d'étrangers à la télévision. Parce qu'on vit dans un pays au contraire, maintenant, le racisme est beaucoup plus ouvert, les gens en parlent plus qu'avant. Avant, c'est peut-être plus dur même maintenant qu'avant. Et pourtant, ils sont bien obligés de faire des concessions. Les hommes politiques aussi. On voyait bien que l'ancienne porte-parole, Sibeth, était noire. Et bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Après, il faut changer les gens. Bon, il y a toujours cette espèce d'hypocrisie qui ne change pas. Et c'est ce qui est bien dommage. Moi, je leur reproche. Maintenant, je ne vais pas leur dire, tiens, demain, si je ne fais pas de télévision, c'est parce que je suis noir, on ne me reprend plus. Non, je ne pense pas que ça. Je ne peux pas penser que ce soit ça. Je pense qu'il faut que les choses changent et que ce n'est pas en un seul jour, ce n'est pas encore demain. Mais ça se construit, mais ça va prendre un putain de temps, quoi. Ça, c'est clair. Il faut y croire, il faut aussi se battre, il ne faut pas se laisser intimidé par. Je crois que c'est avec force et courage qu'on réussit à faire des choses dans la vie. Et moi, c'est ma façon de penser, même si c'est dur. Il faut lutter pour ça, il faut continuer à se battre. Okay. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'en France, les Noirs ont échoué dans l'appropriation du business du rap et dans l'appropriation de postes décisifs dans l'industrie? Parce que les Noirs ont du mal à se donner la main. Tout simplement, depuis tout le temps, le black, je ne vais pas dire le black, les noirs, c'est toujours été difficile toujours n'ont pas ce respect qu'il y a dans les autres familles, que ce soit les juifs, même les arabes, des fois s'entraident plus que nous, les noirs avec les noirs. C'est toujours, il y a toujours cette espèce de méfiance qui fait qu'on n'y arrive pas et qu'on travaille trop indépendamment les uns des autres, trop personnellement les uns aux autres. Et moi, j'ai déjà fait l'effort de travailler avec des blacks, ça ne se passe pas comme je veux. On a encore aussi d'énormes problèmes d'ego, de jalousie, de choses comme ça. Tandis que le noir américain, il n'y a pas ça. Business is business, il faut être là à l'heure, il faut te mettre au boulot et on y va et on met des thunes et on fait des choses ensemble. Les juifs, pareil. Si tu bosses mal, salut, au revoir. Mais de se dire demain, il y a un gros consortium, une grosse organisation, une grosse fédération black qui va essayer de construire des choses, on est encore loin de ça. Je dirais pas pour l'antillais ou machin, on va dire pour tous les négropolitains, ceux qui sont nés en France, et on est très, très, très loin de l'état d'esprit de se rassembler, d'unir nos forces pour faire des choses. On est encore très, très, très loin de ça. C'est même très décevant, mais c'est comme ça. Aux États-Unis, les blacks, tu es black, tu es blanc, tu veux faire quelque chose avec moi. Voilà, Eminem, il est parti bosser avec Dr. Dre, soit blanc, soit noir. Ils essaient de monter ils ont déjà installé d'ailleurs l'univers black business aux États-Unis parce que justement, ils savent que s'ils ne font pas ça, ils ne réussiront pas. En France, ce n'est pas pareil. Ici, que ce soit black, tu fasses un business, tu ne le fasses pas, il y a la sécurité sociale, je touche le RMI, le RSA, le truc. Moi, je ne force pas plus, moi, je fais ça. Personne ne prend de risque entre blacks, ensemble, faire des choses. C'est très, très, très rare. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais qu'il y a beaucoup de. Moi, je sais qu'il y a énormément. Le problème, c'est qu'il y a de la jalousie, il y a plein de trucs qu'ils font. Ils n'arrivent pas à penser business et on avance. Et ça, c'est compliqué. C'est pas que ton associé qui est black comme toi va te mettre des bâtons dans les roues. Non, mais il y a énormément de problèmes. Encore d'état d'esprit qui datent depuis l'esclavage. On voit, je dis, les blacks vont plus écouter des blancs parce qu'il y a encore, malgré tout, dans les gènes, c'est tous ces grands messages d'esclavage qui travaillent encore certains blacks et c'est vraiment dommage. Ok. Et en parlant des États-Unis, est-ce que tu considères qu'il est pertinent de comparer l'évolution du hip-hop aux États-Unis et l'évolution du hip-hop en France? Le comparer, non. Ok. Moi, je ne peux pas le comparer, non, parce que déjà sur le plan business, c'est déjà complètement différent. Aux États-Unis, we're going to make money, c'est first thing. La première chose, déjà, faire de l'argent. En France, ça commence à venir. Pourtant, on a un très bon hip-hop, ça, il n'y a pas de souci. Et bon, j'écoute pas trop le hip-hop actuel, mais de Booba X, les mecs, ils réussissent à nous faire, ou à PNL,
il y a un hip-hop qui est pertinent, qui est aussi bon que celui des ricains. Maintenant, c'est différent. Aux États-Unis, il y a 52 États, c'est 52 fois la France. Et, et que comment dire ça, le, le business en France du hip-hop n'est pas au même niveau que le business américain, tout simplement parce que déjà, il y a pas, ils ne traitent pas avec les mêmes valeurs financières, parce que, mais les choses vont, je pense, vont s'améliorer, vont venir. Maintenant, quand même, la France a toujours été le deuxième pays de la culture hip-hop. Le rap est au top de top dans les ventes. Ce qui se fait en France, c'est du hip-hop. C'est pas, les gens ils essaient de faire avaler leur propre rock, là, mais ça ne marche pas. Et, parce que, voilà, c'est un mouvement qui est authentique, qui fonctionne. Et moi, encore, si j'en vis encore aujourd'hui, et qu'on m'appelle, c'est parce que justement, le hip-hop ne s'arrête pas. Je le dis tous les jours et je le dis encore, quoi. Maintenant, je pense que c'est aux médias de vraiment d'accepter cela, de dire que ce n'est pas un truc qui est ghetto. Le hip-hop fait partie de la vie de tout le monde, même d'un Premier ministre. Il a chez lui peut-être un CD d'MC Solar ou de NTM. Je veux dire, c'est rentré dans les mœurs. On voit que NTM, sans publicité, ils remplissent Bercy, j'y étais. Et voilà, les anciens, les nouveaux, le rap, le hip-hop est là. Ce n'est pas au même niveau qu'aux États-Unis, mais il y a des choses qui se font en France qui ne se font pas aux États-Unis, comme les grandes rencontres de danse, comme celle qu'on a du Juste Debout à Bercy avec Ikanji tous les ans. Il y a la plus grande concentration de danse hip-hop au monde. C'est encore en France. Donc, voilà, on n'a pas à sous-estimer ou à envier les Américains. On a ici des choses qui se font dans le hip-hop qui ne se font pas aux États-Unis. Et tant mieux, voilà. Mais au niveau du rap, alors que ce soit le rap aux États-Unis ou encore le rap en France, certains considèrent qu'en fait, le rap aujourd'hui est un art à l'agonie, car trop consumériste et pas assez engagé. À titre personnel, quel regard portes-tu, toi, sur le rap aujourd'hui et sur l'évolution justement du rap? Moi, ce que j'ai toujours aimé dans le rap, c'est qu'on soit engagé ou non, c'est la qualité culturelle et musicale de ce qui se passe. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artiste en lui-même et la qualité artistique de son produit, et qui est le plus important pour moi. Que ce soit un rap engagé, que ce soit un rap un rap festif, ou que ce soit un rap voilà, léger ou qui traite un sujet, quel que soit le sujet, c'est avant tout une écriture et un style. Et c'est tout ce que moi, c'est ce que je regarde. Après, les rappeurs engagés, il en faut, comme il y a des chanteurs engagés, il y a des chanteurs qui parlent d'amour, ben, oui, pourquoi pas. Moi, c'est pas trop ce que j'ai pas besoin d'un. Le rap, le hip-hop, c'est pas tout le temps synonyme de engagé. Ben, si je rappe, c'est pour dire des choses qui sont pas bien, dénoncer des choses. Non, le rap, c'est pour s'exprimer, mais surtout, qui compte pour moi, c'est la manière de s'exprimer, la manière de dire des choses et le style et la musique derrière qui doit être d'une qualité profonde pour moi. Moi, ce que je reproche aujourd'hui au hip-hop, c'est que maintenant, avec 3 machines, 3 sons, parce que maintenant, c'est du minimalisme au minimalisme, et c'est ça qui m'assassine, moi, c'est qu'on n'a plus de musique, on a juste boum, et voilà, et un type qui rappe plus, qui rappe dans un monologue, et des fois, les textes sont d'une imbécilité inaudible. C'est même inaudible pour moi. Et ça me défonce, parce que je me dis, après quand je vois tous ces rappeurs qui eux, écrivent vraiment, c'est vraiment des écrivains, quoi, et qui ont des textes de folie, et je me dis, ben voilà, c'est bien sûr, bien sûr. Donc, n'importe qui rappe, n'importe qui fait de la musique, maintenant, non, ça se fait pas comme ça. Moi, je trouve que ça se travaille, quoi. Et justement, le hip-hop actuel perd de sa qualité. On te met la voix dans des talk covers, dans des voix métalliques. Moi, j'en peux plus. Parce qu'on ne reconnaît pas l'artiste derrière, on ne reconnaît pas le talent. S'ils n'ont pas ça d'harmoniseur derrière, eh ben, t'as pas la... Moi, j'aime entendre un chanteur chanter avec sa voix. J'aime entendre un rappeur, quand tu écoutes Eric B, Rakim, des mecs, tu sais qui c'est qui rappe derrière. Voilà. Pour les instruments, c'est pareil. Voilà, Marcus Miller, tu entends son son de basse, tu sais que c'est lui. Moi, quand tu entends ma voix, si je dis bonjour, les frères et sœurs, tu sais que c'est moi. Ouais. Et
Je crois que je vais pas. Bon, ok, c'est nouveau, c'est comme ça, mais c'est froid et je trouve que cette froideur, elle peut être très, très, très bien, mais à condition que ce soit de qualité. Ouais. Et quand j'écoute PNL, donc c'est un groupe, c'est pas de ma génération, mais Mhm. c'est d'une qualité, une qualité musicale déjà qui est superbe. Il y a certains artistes qui ont un super flow, il se passe quelque chose de nouveau, mais en Mhm. même temps, je ne dirais pas nostalgique, tiens, le rap c'était mieux avant. Non, faut que ça continue à évoluer, même si c'est pas forcément dans une bonne évolution. Ce Ouais. qu'il faut, c'est que les artistes aujourd'hui ne perdent pas la notion de la culture et de la qualité culturelle de ce qu'ils font. Ok, ok. Et toi qui t'es battu pour que le hip-hop soit reconnu comme une culture, que penses-tu du fait que le breakdance soit en phase de devenir une discipline olympique lors des Jeux de 2024 prévus à Paris? Alors ça, c'est pour moi l'aboutissement de la culture hip-hop, dans la danse hip-hop. C'est pas quelque chose, au contraire, moi je trouve que c'est un aboutissement, c'est super bien. Pareil, à condition que ce soit bien fait, bien traité, pas récupéré. Il faut que toujours penser que les acteurs qui doivent être choisis par le CO pour justement représenter cette culture et bien la défendre doivent être vraiment des acteurs de la culture hip-hop qui viennent se joindre au comité olympique. Ce qui se passe. Donc, on a Nassira qui y est, mais ça, c'est quand même encore une fois du business et c'est pas si évident que ça. J'entends déjà un petit peu les voix. Il y a des voix qui s'élèvent, qui sont des protections, des gens qui restent complètement enfermés dans la culture hip-hop, qui disent non, ça ne doit pas aller aux Jeux Olympiques. Mais quand on va aux Jeux Olympiques, ça veut dire qu'on touche le monde entier et toutes les couches sociales. On Okay. peut rentrer dans un monde de sport et en même temps mettre le breakdance dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des disciplines de danse et de glisse, comme le patinage artistique, où il y a de la musique et de la danse. Et donc, pourquoi, s'il y a du patinage artistique, pourquoi il n'y aurait pas du breakdance, le breaking, comme ils disent? Mais il faut qu'ils fassent appel à des gens comme moi, même, je le dis, des gens qui représentent cette culture depuis très longtemps, pour déléguer des gens, des jeunes aussi de la nouvelle génération qui dansent, parce qu'il y en a, qui Mhm. savent aussi s'exprimer, qui sauront défendre pour que cette culture soit respectée au sein des Jeux Olympiques. C'est ça qui est important. Mais je suis très, très... ça va venir aussi, c'est pareil. Ça prend le temps, mais ça viendra. C'est un aboutissement. Moi, j'ai trouvé ça super. J'ai fait plusieurs interviews à ce sujet Mhm. où j'ai donné mon approbation totale. Mais OK. on a toujours peur, on a toujours peur. Bon, bah, c'est les débuts. OK, OK. Et une dernière question. Est-ce que tu as des projets à venir? Oui, alors là, je vais préparer. On a toujours des projets, nous, les artistes, même si ça fait 100 ans que je dis que ces projets-là, il faut qu'ils arrivent. Oui, je prépare un album depuis X temps. Là, je suis en studio OK. à Paris et les titres sont là. Ça va être un album qui va être très funky. Il y aura deux, trois morceaux de rap parce qu'il faut quand même que j'ai des petites Bien choses à sûr. dire. Ah oui. Sympathique. Mhm. Eh ouais. Et puis de la musique, parce que j'ai envie de revenir vraiment avec un instrument dans mes mains sur scène. Ça, c'est un truc vraiment personnel de musicien, d'artiste, de dire j'ai envie d'être sur scène avec des OK. musiciens, des potes qui sont autour de moi. L'idéal, c'est qu'il y ait de la danse, qu'il y ait tout ça. Moi, je pense vraiment à l'américaine, le show, j'aime le show et Mhm. j'aimerais revenir avec le show. Donc, tout ça, avant, c'était un peu une utopie. Je me disais, oh, peut-être j'aurais pas le temps de faire ça, mais je voudrais aboutir à cela. Et puis, au moment où je pourrais plus rien faire, voilà, écrire mes mémoires, parce que j'ai vraiment plein de choses à raconter. Et non seulement, j'avais pas envie au début, mais on me le demande. Et je me dis, oui, écrire un livre, oui, à une condition, c'est que les gens qui vont lire ce livre vont sortir avec quelque chose, quoi. Ouais. Toute une morale à la vie, à Mhm. ce qui m'est arrivé dans la vie et ce qui m'arrive encore. Et c'est bien de l'écrire, mais je ne me sens pas encore prêt. Je crois que quand je ferai moins d'activités physiques, moins de choses, il faut se poser, je crois, Ouais. pour ça, et se dire, bon, voilà, j'ai tel âge, je vais écrire mes mémoires, il faut que ce soit beau aussi et bien fait. Donc, pour l'instant, là, je prépare, c'est la musique. En même temps, je suis toujours DJ, je cours partout un peu, moins Mhm. qu'avant, mais avec du plaisir. Et, là, c'est la musique, vraiment. Là. Donc, OK. je vais OK. sortir. J'ai l'intention de sortir un EP en vinyle, là, même Mhm. deux.
2 maxi vinyles. Je travaille avec un bon DJ aussi, DJ Fantôme, qui est avec moi. Je suis dans les studios de Sir George, un mec qui parcourt le monde et qui en même temps a acheté un beau studio à Paris. Donc, c'est aussi non seulement des copains, des amis, des gens qu'on se connaît depuis très longtemps. Parce qu'il est important pour moi de travailler en famille, en toute amitié, avec des gens par le cœur. Parce que c'est que du plaisir, voilà. Donc, je vais sortir du vinyle. Là, je vais sortir 300 vinyles, des éditions spéciales. Ce n'est pas pour vendre du disque, c'est vraiment pour faire quelque chose de qualité avec une belle pochette. Voilà, je vais revenir à l'ancienne dans cela. Voilà. Après, en même temps, bien sûr, il y aura bien sûr du numérique, mais bon, voilà, pour les gens qui ont envie d'avoir un beau disque chez soi, il faudra acheter une platine vinyle pour écouter ce que je fais. Voilà. Ok, nickel, nickel. Bon, en tout cas, c'est moi qui te remercie. Merci encore pour cette conversation, mon frère. Merci, Pascal. Et puis, bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Bye bye.